Vous l'avez sans doute entendu, on est passé à 3 cas en France. On était à 1 cas hier encore, on est passé à 3 cas. Vous l'avez sans doute entendu, cette variole du singe apparaît un peu partout. Au même moment, la Haute Autorité de Santé s'en mêle et, comme on sort à peine du Covid, on sort comme un frisson dans les médias, dans l'opinion publique, et on sent une inquiétude revenir. Voilà pourquoi je dis mettre les points sur les i, parce qu'on va répondre à toutes les questions que vous vous posez, et on va recevoir une vieille connaissance. Martin Blachier nous rejoint, médecin de santé publique, épidémiologiste. Bonsoir Martin, c'est un plaisir de vous retrouver. Je précise que vous n'êtes pas un praticien, vous n'examinez pas de patients qui sont atteints de la variole du singe. Je dis ça parce que on dit souvent après, ah oui, mais c'est un médecin mais qui ne voit pas de patients. Oui, c'est son métier. C'est tout à fait. Voilà, vous établissez des modèles de transmission de ces maladies qui contaminent. Et sur la variole du singe, comme sur les autres maladies, vous l'étudiez de près, vous l'avez étudié en Afrique, le berceau, vous l'avez étudié un peu partout dans le monde, et c'est ça qui nous intéresse ce soir. D'abord, les 5 questions qu'on se pose sur la variole du singe. Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. 5 questions. Pardonnez d'abord la plus candide. Pourquoi appelle-t-on cette maladie la variole du singe? On parle de variole du singe, monkeypox en anglais, car le virus a été découvert pour la première fois chez les singes en 1958. Mais contrairement à ce que son nom indique, il circule davantage chez les rongeurs, comme les rats de Gambie, les loirs africains et les écureuils. À quelle date le premier cas humain a-t-il été détecté? C'était en 1970, en République démocratique du Congo, chez un enfant âgé de 9 ans. Depuis, d'après l'OMS, la majorité des cas ont été signalés dans des régions isolées du centre et de l'ouest de l'Afrique où la maladie est devenue endémique. Deuxième question, ces cas de contamination en France et en Europe plus globalement et dans les pays occidentaux sont-ils une nouveauté ? La nouveauté, c'est que c'est la première fois que ce virus apparaît simultanément dans une vingtaine de pays. À ce stade, une grosse centaine de cas ont été identifiés. En particulier, vous le voyez, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne. On compte pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure David, seulement 3 cas en France, 5 aux États-Unis. Le virus a également été détecté dans d'autres endroits, au Canada, en Allemagne, en Suède, en Belgique et en Italie. Comment la variole du singe se transmet-elle ? Eh bien, de l'animal à l'homme, la transmission se fait par un contact direct, par le sang, la transpiration, les plaies, les égratignures d'animaux infectés, par exemple donc par une morsure, une griffure. Est-ce qu'elle se transmet d'homme à homme? La réponse est oui, et c'est sans doute ce qui se passe en ce moment. Selon Santé publique France, le virus peut être transmis par les muqueuses d'une personne malade, notamment la bouche, mais aussi notamment des gouttelettes expirées dans l'air lorsque l'on parle ou que l'on éternue. Et en Grande-Bretagne, les autorités sanitaires précisent que la transmission est constatée principalement chez des individus qui s'identifient comme homosexuels. Alors, est-ce à dire que c'est une maladie sexuellement transmissible? Pour tous les scientifiques, c'est très clair. La réponse est non. Attention, on parle ici d'une maladie très peu transmissible, rien à voir avec le Covid par exemple. La question que tout le monde se pose sans doute, est-ce une maladie grave ? C'est ce que laissent penser les symptômes. Ils ressemblent à ceux de la variole, en un peu plus léger. Après une période d'incubation qui peut aller de 5 à 21 jours, l'infection débute par de la fièvre, souvent forte, accompagnée de maux de tête, de courbatures et d'une grande fatigue. Mais ce qui impressionne, ce sont ces photos. Regardez très vite, le patient développe de gros boutons qui commencent souvent par le visage, puis s'étendent à d'autres parties du corps, dont les paumes des mains, les plantes de pied, les muqueuses. En revanche, non, la maladie n'est pas grave, elle est généralement bénigne, elle guérit le plus souvent spontanément au bout de 2 ou 3 semaines. Une exception, elle peut être plus grave chez les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées. Soyons clairs, à ce stade, aucun décès n'a été constaté en Europe. Et dernier point, il existe donc un vaccin. Il n'existe pas de vaccin en tant que tel contre la variole du singe, mais selon l'Institut Pasteur, le vaccin contre la variole classique est efficace à 85%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'on ne vaccine plus contre la variole depuis les années 80, car la maladie est considérée comme éradiquée. Pour information, en Europe, le dernier vaccin conçu s'appelle Imvanex. Il est autorisé depuis 2013. Il n'est pas administré, mais il pourrait être sorti des congélateurs. Il y a un peu plus de 2 heures, vous l'avez dit tout à l'heure, David, la Haute Autorité de Santé a émis une recommandation, celle de vacciner les adultes et les professionnels de santé ayant été en contact avec des personnes malades. Les États-Unis, eux, ont déjà pris cette décision où 2 vaccins ont été autorisés en urgence. Voilà, ça n'est pas anodin. Merci Aurélie. La Haute Autorité de Santé qui émet un avis
qui recommande la vaccination pour tous ceux qui ont été en contact avec une personne qui avait contracté cette variole du singe. Aux États-Unis, c'est donc une mesure qui est mise en place. Vous avez été en contact avec une personne malade, vous devez être vacciné. Martin, vous étiez au chômage toute cette période ou Pas du tout. Je ne travaille pas que sur les maladies transmissibles, mais c'est vrai que je m'intéresse sur cette variole du singe depuis qu'il y a les premiers éléments qui sont sortis, depuis qu'il y a ces nouveaux éléments, parce qu'il y a un phénomène qui est quand même nouveau sur cette maladie, c'est effectivement le mode de contamination qui interroge, parce que c'est une épidémie qui ne ressemble pas à ce qu'on voyait auparavant, c'est-à-dire que des cas cantonnés en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui on a l'impression que quand même il y a une transmission qui a changé, ce qui fait qu'on identifie ces cas avec des données très préliminaires. C'est la première question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on a une explication? On a vu que ça n'était pas arrivé, que ça n'était jamais arrivé. Cette contamination qui n'est pas très importante, mais enfin qui gagne du terrain tous les jours, quelques 200 cas dans tous ces pays occidentaux. Pourquoi? Est-ce qu'on le sait? On se doute qu'il y a eu un changement dans le mode de transmission. C'est pour ça que c'est ça qu'on étudie. Vous savez, d'ailleurs, vous parliez des modèles tout à l'heure. Savoir ce qui va se passer, ça se concentre essentiellement sur ce mode de transmission. Donc, évidemment, on repense à tout ce qu'on disait sur l'épidémie précédente. Mais c'est très différent. Déjà, c'est beaucoup moins transmissible. Il semble que les contacts qu'il faille pour transmettre la maladie d'homme à homme soient quand même des contacts extrêmement rapprochés. Pour l'instant, le CDC vient de le dire, c'est essentiellement lors de rapports sexuels, essentiellement des hommes avec des hommes, chez des hommes homosexuels ou des hommes bisexuels. Alors, pardon, je fais une pause là-dessus. C'est ça qu'on ne comprend pas bien. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Mais visiblement, elle concerne d'abord des hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes. Comment on explique ce... En fait, une maladie sexuellement transmissible, c'est une maladie qui va se transmettre par les fluides des organes génitaux, par le sperme chez l'homme ou par les sécrétions vaginales chez la femme. Or, là, ce sont des contaminations qui sont faites pendant le rapport sexuel, mais pas nécessairement par une voie de transmission sexuelle. Donc, quand vous avez un rapport sexuel, vous êtes un contact beaucoup plus rapproché, et ça peut être le fait que vous ayez un contact très rapproché qui fait que vous soyez contaminé. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'être étudié, et le fait qu'on vaccine les cas proches, qui est la méthode de lutte classique qu'on a dans les encyclopédies pour lutter contre la variole, c'est-à-dire ce qu'on appelle le containment aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez un cas et vous vaccinez les gens qui sont autour, parce que le vaccin est efficace, le vaccin de la variole est effectivement efficace contre cette variole du singe à 85%, et comme ça, vous évitez la transmission. Et l'autre élément qui change un petit peu, c'est que vous avez quasiment pas de cas asymptomatiques, et les gens ne sont... C'est que de cas asymptomatiques. Donc tous les gens qui transmettent sont symptomatiques, et vous ne transmettez pas la maladie avant d'être symptomatique. Donc finalement, ce tester, tracer, isoler qu'on a énormément critiqué pendant le Covid, là, est extrêmement efficace. Donc là, non seulement vous pouvez isoler les cas pour pas qu'ils transmettent, mais en plus, vous pouvez vacciner les gens qui sont autour. Et normalement, c'est comme ça qu'on a éradiqué la variole. Ça devrait à peu près fonctionner. Mais alors, c'est l'autre question. Pourquoi vacciner? Pourquoi cette recommandation de la Haute Autorité de Santé si cette maladie est très désagréable, affaiblissante, mais pas grave? Ça, c'est important de le dire. Cette maladie n'est pas grave. On va y revenir en détail. Mais pourquoi vacciner? Alors, pourquoi vacciner? Parce qu'on est sur un nouveau phénomène, il faut être honnête. On n'a pas eu de variole du singe qui s'est répandue dans plusieurs pays occidentaux avec des foyers qui s'allument un petit peu partout. Donc on dit, on connaît, mais en fait on ne connaît pas ce qui se passe exactement aujourd'hui, puisque ça n'était jamais arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, c'était des cas en fait, qui s'étaient déplacés d'Afrique de l'Ouest, c'est des cas importés dans des pays européens. C'est ce qui s'était passé notamment avec le Nigeria il y a quelques années. Et là, c'est un phénomène qui est nouveau. Si un phénomène nouveau, c'est quelque chose à changer, probablement la transmission. Et comme on ne connaît pas encore exactement cette transmission, on prend les devants. On a pris l'habitude de dire qu'il fallait être un peu en avance sur les choses. On a un vaccin, on a une méthode qui fonctionne, donc on la met en place. Le vaccin est efficace, il est bien toléré. On le réserve à certains cas particuliers. Donc on prend les devants. Parce que sur la gravité de cette maladie, et Aurélie nous l'a dit clairement, elle n'est pas grave, mais je lis qu'il y a un taux de mortalité compris entre 1 et 10% dans les cas enregistrés en Afrique de l'Ouest. Donc 1 à 10%, ça paraît pour le coup très important. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre dire que cette maladie n'est pas grave et puis ces chiffres, ou est-ce qu'il y a une explication ? Bon, déjà, c'est des taux de mortalité qui sont assez imprécis. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on a parlé de données qui étaient extrêmement précises. Là, c'est une maladie qui est relativement rare, qui concerne essentiellement des pays africains, des gens qui ne sont pas exactement dans le même état de santé que nous, avec de nombreux cas infantiles. Et vous voyez la fourchette entre 1 et 10%. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des données qui sont relativement incertaines. Pour l'instant, on peut dire qu'en Europe et aux États-Unis, dans les premiers cas qui sortent, on n'a pas eu de facteur de gravité.
Maintenant, ça reste une maladie relativement pénible et vous n'avez pas envie qu'il y ait des foyers importants de variole du singe avec des gens qui ont des vésicules sur tout le visage, qui peuvent garder certaines traces. Donc vous pouvez décéder d'une maladie. Toutes les maladies dont vous ne décédez pas, vous n'avez pas envie nécessairement de les attraper. C'est ce qui justifie la vaccination. Ça, plus... Précaution Exactement, c'est ce qui nécessite que vous avez un moyen d'enrayer une épidémie qui démarre, même si elle n'est pas flamboyante comme l'a été l'épidémie de la Covid-19. Vous aviez éradiqué la variole, ce que vous avez envie, c'est le plus rapidement d'éradiquer ces premières élans de variole du singe, même si ce n'est pas des phénomènes très importants. Thomas, j'ai une question qui est peut-être un peu idiote. Vous avez dit que c'est la première fois qu'on voit ça dans nos pays. Est-ce qu'il est possible qu'il y en a 5 en France, 3 en France, 5 aux États-Unis? Est-ce qu'il est possible que ça ait déjà existé, mais qu'on ne s'en soit pas aperçu parce que simplement maintenant on est très à l'affût? C'est une symptomatologie qui est très caractéristique, c'est-à-dire que on s'en aperçoit forcément. On s'en aperçoit. Je veux dire, c'est pas un tableau qui ressemble à ce que pouvait être une Covid, qui ressemblait parfois à une grippe, parfois à un syndrome respiratoire un petit peu. Là, dès que vous avez des appareils, des vésicules sur la peau, en gros, c'est une espèce de supravaricelle que vous avez quand vous êtes adulte. Donc, c'est quand même relativement rare. Je sais que là, dans certains services d'urgence, il y a eu des suspicions qui sont infirmées ou qu'on fait la plupart du temps infirmées, mais quand même, c'est assez caractéristique. Et je ne pense pas qu'il y ait des phénomènes comme ça qui aient pu apparaître. On en avait parlé sur le Covid, mais là, je crois que c'est pas le cas. Bon, on sent effectivement qu'il y a... mais on a vu des titres dans la presse avec des mots qui claquent, la peur. Est-ce que... À ce stade... Non, mais il n'y aura pas de... Alors, non, mais vous connaissez, vous savez quel a été notre... je dirais pas notre combat, c'est excessif, mais enfin, à quel point on a joué malgré tout avec les peurs, avec le réflexe de peur, et en particulier, il faut balayer dans notre jardin. Les médias ont joué avec ça au moment du Covid. Est-ce qu'il faut éviter ça à tout prix aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a un sujet qui va un peu au-delà de la curiosité? Il n'y a pas de peur systémique à avoir, et sans doute que ce sujet-là, si ce n'était pas arrivé après l'épidémie de Covid, on n'en aurait peut-être pas parlé. C'est un petit signal dans certaines communautés, dans des modes de contamination très particuliers, et qu'il faut traiter. Mais je veux dire, c'est une affaire de spécialité. Ce n'est pas une affaire qui va bloquer probablement la société, parce que ce virus n'a pas la capacité de se propager comme le virus SARS-CoV-2 de la Covid-19 avait de se propager. Ce n'est pas la même dynamique, c'est une dynamique beaucoup plus lente. Par contre, effectivement, c'est impressionnant. Donc, je pense qu'il y a l'effet des photos qui impressionne. Oui, et puis, ça rappelle ce grand sujet qui était la variole, qui était la maladie du Moyen-Âge, la maladie du passé, en fait. Terrassée par la vaccination. Terrassée par la vaccination qui était très efficace, et cette méthode de containment où on vaccinait les gens autour des cas. Vincent, vous voulez dire un mot aussi? Non, juste une question. Y a-t-il ou pas une malédiction du primate? Je me souviens qu'au début du sida, il se disait, alors vrai ou faux, que tout ça venait d'un singe vert à l'origine. Là, on parle de la variole du singe. Pour avoir sillonné l'Afrique de l'Ouest au moment de la grande épidémie de fièvre hémorragique Ebola, qui avait notamment dévasté la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria, là, en termes de viralité, notamment par les fluides corporels, il me semble que c'était d'une autre ampleur et d'une autre intensité. Quand j'ai visité le centre de Médecins sans frontières à Conakry, j'étais vêtu comme un cosmonaute, et à la sortie de la visite du centre de traitement... Comme les policiers chinois aujourd'hui. Absolument. À la sortie du centre de traitement, où j'avais rendu visite à plusieurs malades, l'ensemble de mes vêtements, bottes exceptées, a été brûlé dans un fût, baril de pétrole, etc. Là, j'ai pas du tout l'impression qu'on soit sur le même mode de viralité et d'intensité. Non, mais c'est le sujet des zoonoses, en fait. C'est le singe est un des vecteurs qui peut transmettre cette maladie. Vous voyez que là, c'était plutôt les rongeurs, donc c'est le nom du singe qui a été gardé, mais effectivement, c'est la transmission de virus animaux, réservoir animal à l'homme. Et d'ailleurs, il y a une des peurs sur cette variole du singe, en fait, c'est que les cas humains retransmettent aux animaux potentiellement à nos latitudes, et qu'il y a un réservoir de variole du singe qui se constitue dans le monde animal en Europe, par exemple, et qui, du coup, après, ça puisse entretenir des cas sporadiques, comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Chauve-souris pangolin pour la Covid, par exemple. Voilà. Bien. Donc, curiosité, vigilance, mais... on suit. Pas d'inquiétude à ce stade. Non, pas d'inquiétude majeure. Merci Martin. Je rappelle votre livre Mégagachi à propos de cette histoire de la pandémie, l'histoire secrète. C'est celle que vous nous racontez dans ce livre aux éditions du Cerf. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous retrouver.